quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour sur Juste Milieu, nouvel épisode de Ça discute avec, et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir une personne que vous connaissez désormais tous, voilà, il n'y a pas le choix, ça, s'il y a bien des choses qui devaient être obligatoires, ce serait ça, Madame Alexandra Henrion-Caude, qui nous fait l'amitié d'être sur Juste Milieu aujourd'hui, avant toute forme de débat. Chère Alexandra, comment allez-vous? Prochaine question, s'il vous plaît. Déjà le Joker. J'ai déjà un Joker, oui. Non, je suis pas certaine d'aller bien, en fait. Ça comme ça. Bon, on va essayer Pour, quand même. pour plusieurs raisons. Évidemment, sur le plan, est-ce qu'on va bien sur le plan personnel? J'ai été un petit peu ébranlée ces temps-ci physiquement et en fait sur le plan émotionnel, parce que tout ce que nous vivons est évidemment très lourd, et chaque jour qui passe qui rajoute une journée au collier de perles ces suspendus qui n'ont pas le droit de travailler m'apparaît d'une lourdeur tous les jours plus importante. Voilà. Forcément, hein, tous les soignants suspendus à qui voilà on dédie cette émission, on pense à eux, forcément courage, soutien, et d'ailleurs on le rappelle, hein, parce que vous êtes là pour votre nouvel ouvrage, Les Apprentis Sorciers, chez Albin Michel, c'est un des cartons en ce moment, bien évidemment, qu'il faut lire. On va en parler, on va décortiquer beaucoup d'éléments qui sont évoqués dans ce livre. On n'aura pas le temps de tout décortiquer parce qu'il faut le lire. Au bout d'un moment, il faut être exigeant. Ça suffit les conneries, oui, on regarde juste mieux, on résume, non. Tout le monde va l'acheter, on lit, on fait les devoirs. Après, on aura tous les éléments. Voilà, vous nous expliquez beaucoup de choses dans ce livre, et on rappelle hein, que l'argent récolté avec ce livre ira aux soignants suspendus. Hein, c'est ce que vous dites. Hein. C'est ça. Je ne toucherai pas un euro, un centime, que ce soit très clair pour tout le monde. Et j'y mets là un point d'honneur important, parce qu'effectivement j'ai toujours été très gênée depuis que je suis enfant, depuis que j'ai eu des cours d'histoire à l'école, de l'enrichissement en cas de crise, de l'enrichissement sur finalement la misère des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'est intolérable. Donc du coup, j'ai veillé particulièrement pendant cette crise à ce que ce ne soit pas le cas. Voilà. Voilà. Donc on le rappelle, ce livre que vous pouvez trouver de partout. C'est un devoir civique finalement d'une certaine façon, parce que ça s'appelle la solidarité, et donc effectivement acheter ce livre, et donc je le dis avec en étant d'autant plus à l'aise, c'est un devoir civique qui consiste à faire deux en un. C'est comme les shampoings, le conditionneur. C'est à la fois effectivement d'aider ces héros qui défendent des valeurs fondamentales, à savoir rien que le secret médical, ce qui nous semble juste fondamental. Et puis le deuxième aspect, c'est que cela nous concerne très directement, puisque c'est notre patrimoine génétique, c'est notre ADN, notre ARN, et il est temps que avec tous les progrès et toutes les mises en œuvre autour de notre génome, que si on veut être un habitant de notre chère terre, responsable, ça commence. Charité bien donné commence par soi-même, c'est-à-dire se comprendre, et après on va pouvoir comprendre les plantes qui sont autour de nous, les fameux OGM que pour le coup on a critiqué quand c'était extérieur, les animaux, et donc d'une façon très globale de comprendre notre lien génétique, le lien génétique du vivant. Déjà, on a là, effectivement, l'une des réflexions les plus importantes d'entrée de jeu. Voilà, c'est à rappeler, bien évidemment, et on va aller tout de suite dans le vif du sujet, en commençant, comme commence votre livre, justement. J'ai bien aimé cette construction-là. On va commencer avec votre parcours. Je me permets, voilà, de vous demander cela, votre parcours que beaucoup de spectateurs connaissent, mais c'est vrai que ce sera la question de tout est calibré, c'est du Michel Drucker. Vous allez voir, c'est complètement fou. Ce sera la question on va parler de cette vague incroyable que vous avez subie, vous
et beaucoup de vos confrères, de gens qu'on a tenté de décrédibiliser alors que avant cette crise de Covid-19, vous étiez loués à juste titre. Est-ce que voilà, vous pouvez nous rappeler votre parcours, chère Alexandra Henrion-Caude, voilà, votre parcours qui vous a mené aujourd'hui à être la voix que vous êtes? Un parcours que je jugerais assez classique dans notre milieu professionnel, c'est-à-dire celui d'un doctorat en génétique que j'ai obtenu en 1997, qui m'a valu le prix de la Fondation Nestlé. Puis j'ai fait un post-doctorat aux États-Unis à Harvard Medical School, au Joslin Diabetes Center. Puis j'ai été titularisée à l'INSERM en 1998. Alors qu'est-ce que ça veut dire titularisée à l'INSERM? Ça veut dire qu'effectivement vous avez la possibilité d'avoir d'être chercheur, nommé chercheur à l'INSERM. Donc c'est fonctionnaire. Hein. Donc c'est tout ça, c'est nos impôts qui payent. Mais j'aime bien le rappeler parce que ça veut dire que on a aussi du coup un besoin de faire un aller-retour dans la société avec ceux qui finalement nous financent. Et là j'ai envie de dire deux grosses parties. La première qui a été de monter la toute première unité de recherche en pneumologie pédiatrique, donc tout ce qui va être poumon de l'enfant à l'hôpital Trousseau. Et puis une deuxième partie qui a consisté à monter donc à chaque fois finalement un côté un peu pionnier, hein, un peu entrepreneur si je puis dire, monter ce qui visait à étudier l'ARN dans les maladies génétiques de l'enfant à l'hôpital Necker. Voilà, c'est en gros la façon dont s'est déroulée ma carrière. Et puis il y a un dernier volet qui est celui qui a justifié mon autonomie et mon indépendance finalement dans cette crise. Le fait que je puisse aussi librement parler, c'est parce que je ne devais plus rien à l'INSERM et donc l'INSERM ne pouvait pas s'exprimer non plus en retour sur moi, contrairement à ce que les gens ont colporté. C'est archi faux parce que par chance nous avons été amenés à habiter en Afrique et donc là j'ai décidé de demander ma retraite anticipée. Parce que je suis très heureuse là-bas, que je ne m'imaginais pas rentrer en France, j'imaginais pas le Covid, j'imaginais pas que je n'aurais plus le droit de rentrer dans ma maison à l'île Maurice sous prétexte qu'effectivement il fallait montrer patte blanche et la patte blanche c'est le vaccin, n'est-ce pas? Donc tout cela a fait que la vie a été assez bousculée avant mes collègues suspendus. Moi-même, j'ai une vie aussi très bousculée. Voilà. Voilà. Et du coup, la suite, vous la connaissez un peu. Peut-être ce qui est pas clair, hein, c'est je n'ai jamais cherché à être célèbre, connu. Parce que quand on choisit d'être chercheur à l'INSERM, on sait qu'on va pas être très bien payé, hein, on sait deux qu'on ne va pas être bien considéré par la société. Parce que en France, le chercheur, la position de chercheur n'est pas socialement très louée. D'ailleurs, on a bien vu dans cette crise, on était très critiqués, très salis. Donc il n'est pas bon d'être chercheur en France. Et en revanche, j'ai accepté à plusieurs moments dans ma carrière. Au tout début, juste après ma thèse, puis vers 2011, puis en 2019, d'avoir une prise de parole publique. Et c'est parce que je considérais que il y avait des injustices faites à l'homme. Et donc du coup, je me suis, c'est les seuls moments d'entorse au fait que je m'appliquais sinon le reste du temps la phrase que mon papa a pu nous dire: pour être heureux, vivons cachés. Et Dieu sait qu'il a raison. Et oui, c'est vrai que comme vous l'avez dit,
c'était sans prévoir ce qui nous est tombé dessus, hein, le ciel nous est tombé dessus sous la forme d'un pangolin au départ. C'est vrai que c'était assez original, mais finalement, Et la chauve-souris. voilà, il y a eu Batman à un moment donné, effectivement. Et là, j'ai vu ce matin par dire que c'est un chien, une race spécifique de chien. Il y a eu des nouvelles révélations, donc on verra. Peut-être bientôt, ce sera à cause de Robert Rue, Roselyne Bachelot. On va aller de rebondissement en rebondissement, ça va être formidable. Mais justement, pour être un petit peu sur la forme de tout ça, avant de parler du fond et vraiment de décortiquer votre livre sur la forme, voilà, comment avez-vous vécu dès le début quasiment de la crise du Covid-19 l'incarnation moderne de ce bon vieil adage du diviser pour mieux régner, ou que ce soit parmi les citoyens, tantôt les anti-confinement, pro-confinement, anti-masque, pro-masque, anti-vax, pro-vax. On a fait des cases en veux-tu en voilà, c'était devenu un formidable monopoly, et dans les médias également, c'est-à-dire que entre confrères médecins, scientifiques, généticiens et bien d'autres domaines, on a vu des camps qui se sont faits, et des gens au parcours auréolés de succès comme le vôtre, comme le professeur Raoult, Monsieur Perron, Toussaint et consorts, plein d'autres noms que nos spectateurs ont en tête. Ces gens-là, on a tenté de les dévoyer, on a tenté de les décrédibiliser le plus possible, ce qui était absurde. Des confrères se sont mis à leur taper dessus. Comment avez-vous vécu ça, aussi bien voilà sur la forme que sur le fond? Pour moi, en janvier 2020, ça se borne donc à lire des articles scientifiques, hein, ce qui est finalement le fond de notre métier en tant que chercheur, hein, et c'est une grosse distinction que je fais avec les médecins, avec le corps médical. Le corps médical soigne, nous chercheurs, nous passons notre temps à lire les travaux les uns des autres, et donc à se maintenir au courant de tout nouveau travail qui sort. Et après, nous partageons avec les uns et les autres. Donc ça, c'est important de préciser cela, parce que on comprend que du coup, nous, quand je dis nous, c'est la communauté des scientifiques et des médecins qui s'est retrouvée à réagir pareil. Et en fait, on a eu pas mal de discussions entre nous, et je peux vous dire qu'en fait, on a tous réagi pareil, et on a à peu près tous réagi au même moment. Et en gros, c'est janvier 2020. Pourquoi en janvier 2020? Parce qu'en fait, il se passe quelque chose donc on nous dit qu'il y a une épidémie terrible de coronavirus en Chine. Donc on lit les publications, et là, on s'aperçoit d'une très mauvaise qualité des articles. Pour nous, un article scientifique, quand on l'envoie donc dans un journal, le journal l'envoie aux compétiteurs, parce que c'est des petites niches, c'est des petits milieux dans lesquels on n'est quand même pas si nombreux que cela à travailler. Et le compétiteur, il regarde, il dit là non, ça c'est nul, non, ça c'est pas bien, il faut que vous travaillez mieux, faut faire une autre expérience, etc. Et donc s'enrichit de ces critiques. Donc la critique, nous n'en avons pas peur, au contraire, la critique pour nous, elle est vitale, elle nous permet de nourrir, d'affiner ce que nous rapportons dans les papiers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous ces articles sont acceptés sans peer reviewing, c'est-à-dire il y a un écho, je sais pas si jamais les gens l'entendent, en tout cas moi c'est tout bon de mon côté, non, alors vous inquiétez pas de problème. Et donc en fait il y a plus d'évaluation, sous prétexte qu'on est dans l'urgence de ce coronavirus. Les articles sont immédiatement acceptés, et là effectivement du coup ça se ressent avec une très très mauvaise qualité. Donc un premier contrôle, j'ai envie de dire, qui saute, qui est pas bon du tout, qui est le contrôle de s'évaluer les uns les autres. Et après ça, j'ai été très choquée par plein de choses. J'ai été révoltée parce que en fait moi tout de suite j'ai voulu communiquer
à l'île Maurice dans les journaux, le mainstream de là-bas, en disant, en appelant à l'hygiène des mains. À l'époque, c'était révolutionnaire. Hein. On parlait en France des masques, mais on parlait pas de l'hygiène des mains. Et quand est-ce qu'on se lave les mains, à quel moment dans la journée. En fait, ça correspond quand même à un rituel important, l'importance effectivement de l'eau, et donc très éloigné finalement de ce qu'on a connu avec les gels hydroalcooliques, qui sont vraiment un très très mauvais pis-aller de l'hygiène des mains. Puis l'autre aspect, ça a été très vite de dire, mais finalement on communique le CDC, donc le Centre d'études des maladies, de contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis. Je regarde, parce que nous c'est un peu notre bible, hein, on consulte ces sites de l'OMS, de CDC, et je constate qu'ils disent que c'est que tout sèche et fièvre, tout sèche et fièvre. Et force était de constater autour de moi que je voyais bien qu'il y en avait qui avaient des manifestations de type diarrhée, nausée, que la fièvre n'était pas forcément importante, qu'elle pouvait être même faible, et qu'en revanche le dénominateur commun c'était fatigue. Ça pour le coup. Et donc en fait là pareil, j'ai donc essayé de communiquer en disant que le spectre était beaucoup plus large que celui qu'on voulait bien nous dire, et c'était très important puisque à cette époque-là on nous avait tous confinés. Ce truc aberrant de faire en sorte que du coup, si vous aviez éventuellement une chance de passer entre les mailles quand quelqu'un est malade dans une famille, on se dit bon bah coup de chance, je vais aller travailler et peut-être que je vais pas tomber malade. Mais alors là, c'est sûr que si on se confine, là on se refile bien tous nos miasmes, là ça marche bien quoi. Et ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est finalement passé avec la terrible sentence de dire prenez du Doliprane et ça va aller. Le Doliprane, on le sait bien, n'a jamais soigné qui que ce soit, bien au contraire. C'est empêcher l'organisme dans sa réaction la plus essentielle, qui est la fièvre, qui est un mécanisme de défense, et donc a fait que, à mon avis, n'a fait que empirer la situation, alors même que puisqu'on nous rapportait une toux et donc un problème pulmonaire, on sait très bien que sur tout problème pulmonaire, assez vite on s'essaye aux antibiotiques. Les antibiotiques qui marchent très bien, et certaines, ça pour le coup je le savais, puisque maintenant vous savez que ma carrière se divise vraiment un petit peu en deux. Je mets de côté le post-doc, la thèse et les années plus récentes là. Mais un des aspects, c'était pneumologie pédiatrique. Donc, en pneumologie pédiatrique, sur la mucoviscidose, il se trouve qu'est une maladie génétique. Il se trouve que depuis longtemps, tous ceux qui ont éventuellement la mucoviscidose qui nous écoutent savent depuis longtemps qu'on connaît l'intérêt de l'azithromycine, de ce macrolide, dans sa vertu non seulement antibactérienne, donc antibiotique, antibactérienne, mais aussi antivirale. Voilà. Donc tout cela, je l'ai partagé. J'ai aussi partagé le palmarès des pays qui s'en sortaient le mieux, et j'ai regardé ce qu'eux faisaient que les autres faisaient pas. À l'époque, ils testaient et ils mettaient des masques. Donc vous voyez que me catégoriser comme anti-masque ou anti je sais pas quoi, non, en fait c'est le pragmatisme qui l'emporte à chaque fois. C'est de regarder à intenter des connaissances et de dire bon ben qui s'en sort le mieux et qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qui du coup on pourrait faire? Là, moi, du coup, de mon laboratoire, on a mis au point les fameuses PCR pour tester pour tester le Covid. Donc très vite, j'étais quand même étonnée qu'on aille, moi j'aime bien dire ramoner le fond du pharynx, voire d'autres parties un peu plus fragiles. Et donc ça, c'est vrai que ça ne faisait pas sens pour moi, alors que justement on parlait du fait de mettre des masques. On parlait des aérosols, donc des gouttelettes, donc on savait bien qu'il y en avait dans la salive, enfin on comprenait. Enfin, et tous ces non-sens qui s'accumulaient, et donc la PCR, pour revenir dessus, je vois que il n'y a pas de
feuille de route que les primers, en fait, ce qui permet de faire les PCR n'est pas spécifique, que si moi j'avais dessiné le test, je l'aurais fait autrement plus spécifique. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et donc, en fait, comment je l'ai vécu en tant que scientifique? Mal, parce que c'était du gigantesque n'importe quoi de tous côtés. La quarantaine, oui, on n'a rien contre dans notre milieu, on sait que c'est important. Mais depuis quand on met en quarantaine des gens qui vont bien? Non, ça se fait pas. Ça existe pas. C'est du n'importe quoi. Ils ont appelé ça confinement. Moi, j'appelle ça assignation à résidence. On fait ce qu'on veut, mais enfin, sauf que non, on fait pas ce qu'on veut avec la liberté fondamentale d'aller et venir de chaque être humain, indépendamment de toute nationalité. Et il en va de même pour moi sur la santé. Donc vous comprenez que là, pour le coup, je deviens de plus en plus, je défends de plus en plus les valeurs de notre santé et du fait que nous n'avons pas évidemment que je ne suis pas je ne suis pas une anarchiste. Donc je conçois qu'il y a besoin d'un ordre, etc. Mais là, vu ce qu'on a vécu depuis 3 ans, on est allé beaucoup trop loin. Et donc, étant allé beaucoup trop loin, il convient de remettre l'église au centre du village. Et pour moi, mettre l'église au centre du village, ça veut dire remettre la santé et la possibilité à tout un chacun de subvenir à sa santé comme il l'entend. Et c'est vrai que tout ça nous rafraîchit la mémoire. Ça fait partie des cauchemars qu'on a envie d'oublier. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé depuis le déclenchement du Covid, avec tout ce qu'on sait, qu'on a évoqué sur Juste Milieu, que vous avez évoqué dans différents médias également. Et si on fait un petit bond dans le temps pour rejoindre le présent, on se rend compte que comme dans une mauvaise série, certaines choses ont un petit peu évolué. Les personnages sont plus vraiment les mêmes. En revanche, on retrouve des mauvais piliers de ce qui a fait la saison 1. Maintenant, on va dire qu'on est dans la saison 2. Le vaccin est passé avec perte et fracas, avec un recul des libertés individuelles terrible. Tout ce qu'on sait, là encore, qui a été évoqué à moult reprises. Et pour commencer à aller dans votre livre, on parle beaucoup des effets secondaires, bien évidemment, mais page 19, j'en ai un petit repère pour nos spectateurs qui ont déjà lu ou pour ceux qui vont le lire. Vous évoquez également la notion de l'effondrement de la réponse immunitaire chez les vaccinés. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on évoque peut-être moins. Alors déjà, les effets secondaires, on l'évoque du bout des lèvres. Alors en France, parce que vous rappeliez notamment sur CNews il y a quelques jours qu'en Israël, on commence à avoir des données. On a différents pays où on commence à avoir des données sur les effets secondaires. En revanche, en France, voilà, il suffisait de voir les yeux d'un de vos interlocuteurs sur le plateau qui avait l'air assez étonné qu'il puisse y avoir des effets secondaires. C'était assez fou de voir que ce sujet-là est tu, comme on a tu d'autres choses au déclenchement du Covid. Et cette question d'effondrement de la réponse immunitaire chez les vaccinés, chère Alexandra, je voulais que vous nous donniez quelques éléments supplémentaires pour comprendre de quoi il en ressort. Alors, il y a plusieurs aspects en fait dans votre question qui pouvaient être abordés par notre propre compréhension avant même de faire cette expérience. Là, vous référez à la page 19 et je me réfère à des travaux qui ont finalement utilisé la population des vaccinés et des non-vaccinés actuels. Cependant, avant d'aller jusque-là, il suffit d'avoir épluché, ce que un certain nombre d'entre nous avons fait, la littérature sur les coronavirus et le bien fondé potentiel qu'il y aurait à prendre une solution vaccinale contre un coronavirus. Et en fait, bien, il y a vraiment, il y a très, très clairement 3 maladies sur lesquelles on sait d'entrée de jeu que ça n'est pas une bonne idée de mettre en place une politique vaccinale moi je dis toujours, je veux bien qu'on essaye, je n'ai rien contre le fait d'essayer, mais à ce moment-là on essaye de façon encadrée, à l'ancienne si je puis dire, en essai clinique et en prenant la mesure du risque encouru. Mais coronavirus,
bronchiolite, et c'est très important que les gens vous m'entendent parce que bronchiolite, pareil, ils sont en train de nous sortir des vaccins contre la bronchiolite. La bronchiolite touche les petits bébés et elle peut être tout à fait tragique, voire létale. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Cependant, est dingue. Cette maladie qui sévit plutôt au niveau tropical sont des maladies sur lesquelles les stratégies vaccinales, on le sait, ont échoué. Pourquoi ont-elles échoué? C'est parce que notre explication scientifique, et qui semble vraiment avoir été bien démontrée par la suite, c'est que on fait des anticorps, mais au lieu que ce soit des anticorps qui sont des gentils anticorps qui neutralisent le virus, c'est des anticorps qui jouent nous jouent un mauvais tour et qui facilitent le virus. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain coup où vous chopez le coronavirus, ben vous avez une forme plus grave que vous n'auriez dû avoir parce que vous avez ces anticorps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait, hein, et qui va dans le sens de votre question. L'autre aspect qu'on savait aussi depuis longtemps, c'est que et alors ça, il y a différents travaux qui travaillaient là-dessus, qui proposaient des modélisations, etc., qui disaient que globalement, ce n'était pas une bonne idée que de stimuler le système immunitaire d'une façon répétée. Et que finalement voilà il y a comme un espèce d'épuisement de la machine qui se fait avec pour le coup des risques plus importants qu'il n'en est. Et donc dans le cas de cette vaccination Covid, ben on le sait très bien, ça c'est un secret de polichinelle pour personne, même si je me suis fait allumer sur cette page 19, sauf que les laboratoires eux-mêmes ont dit « Oh là là, la réponse elle s'écroule, donc il va falloir remettre une couche, il va falloir vous revacciner ». Je vous rappelle qu'à la base, il n'a jamais été question que vous soyez vacciné comme ça de façon chronique, hein, avec votre petit abonnement vaccinal chronique, comme je l'ai appelé, l'AVC. Parce que à la base il s'agissait de deux en fait comme tout vaccin, donc un vaccin puis un rappel. Et en fait on s'est rendu compte que non, puisque ça s'écroulait, la réponse s'écroulait, et donc il fallait re-stimuler. Mais ce que je comprends pas, c'est que les gens ne se soient pas dit c'est bizarre quand même de devoir re-stimuler mon système immunitaire comme ça à faire des anticorps. Si jamais il veut pas, il y a peut-être un respect aussi à avoir du corps. Si le corps refuse même et écroule finalement cette réponse immunitaire, c'est que il y a la nature est quand même assez bien faite, hein. Quand on est chercheur, on s'en rend compte, on se dit waouh, c'est quand même c'est impressionnant cette machinerie. Et d'ailleurs la réponse à un coronavirus, elle passe par un autre système immunitaire que celui des anticorps. Elle passe par des cellules qu'on appelle des cellules T, et donc pareil. Alors, en fait, la nature étant bien faite, elle passe pas d'habitude par le fait de faire des anticorps. Donc vous voyez, en fait, tout cela et c'est la fameuse immunité naturelle dont on a parlé en disant mais finalement on en bénéficiait, quoi. Voilà pour vous répondre d'une façon complémentaire, j'ai envie de dire, à mon livre, c'est-à-dire en disant mais finalement en perspective nous savions. Et donc il y avait des collègues qui ont écrit des articles scientifiques en disant il faut alerter spécifiquement les gens si on les vaccine contre le coronavirus, pour leur dire que c'est un anti-coronavirus et qu'on sait bien que les anti-coronavirus, ça ne fonctionne pas. Donc il y avait c'était un article qui s'appelait sur le consentement éclairé, Informed Consent, et qui précisait bien que dès lors qu'on allait vacciner contre le coronavirus, il fallait préciser aux gens que non seulement ils rentraient dans une expérimentation parce qu'effectivement c'était nouveau, mais qu'en plus c'était une expérimentation sur les coronavirus. Et c'est vrai que ce terme d'expérimentation, il est sidérant parce que forcément, quand on était dans
le feu de l'action, on va dire, que les actualités se multipliaient, qu'on parlait du vaccin comme un espoir, voilà, comme Gandalf qui arrive avec ses aigles, hein, pour les amateurs de Seigneur des Anneaux. On était à ce moment-là, dès qu'on disait ah bah attention quand même, cette fameuse notion de phase 2 ou de phase 3, on nous disait mais non, vous inquiétez pas, Olivier Véran, le seul au monde, hein, qui expliquait que en fait vous inquiétez pas, tout allait très bien, on était peut-être même mieux que la phase 3 encore. Enfin, on coupait court à toutes les voix dissonantes en expliquant que même la notion de doute ne devait pas exister, pardon. Et on se rend compte petit à petit, et bien sûr à la lecture de votre livre, cette notion presque de pari scientifique, parce que il y a beaucoup de choses qu'on pouvait savoir en amont qui pourtant ont été contournées voire détournées, et notamment sur le rôle de l'ARN messager dont on a cessé de parler pendant plusieurs mois. Alors, je tiens à le dire parce que c'est vrai que moi, mes connaissances scientifiques se sont arrêtées à C'est pas sorcier et Docteur Maboul. Donc, je suis franchement pas le plus grand des spécialistes, mais j'ai justement à dévorer et avec gourmandise votre ouvrage parce que justement, il est très pédagogique et je tiens à rassurer les spectateurs habitués de Juste Milieu. Si j'ai compris, c'est accessible. Voilà, c'est garanti. Il y a le tampon, satisfait ou remboursé. Voilà, et vous expliquez brillamment en fait les notions d'ARN, d'ADN, d'ARN et d'ARN messager pour bien comprendre en fait de quoi il s'agit précisément. Alors peut-être si vous voulez le rappeler en quelques mots, mais je veux aller aussi sur cette notion de pari scientifique. Vous avez cette phrase, vous dites on n'avait pas le droit de dire qu'on savait ce qu'un vaccin à ARN messager ferait à notre corps à long terme, ni même à moyen ou court terme. Et pourtant on a entendu l'inverse pendant des mois. Expliquez-nous. Alors déjà, merci de revenir sur cette. J'en reviens d'ailleurs dessus, hein, parce que c'est parmi les choses quand même dans les grandes fake news. Moi, on me fait tout le temps des fact-checking, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on fait jamais de fact-checking à l'inverse. Dans les fake news que nous avons eu le 2 juillet 2021, nous avons effectivement eu le ministre de la Santé français Olivier Véran qui a déclaré que, alors il disait parmi les fake news qu'on entend. Donc en fait, il dénonçait à l'envers. Il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin serait encore en cours d'expérimentation. Point. C'est absolument faux. Point. La phase 3 est terminée depuis des mois. Virgule. Elle est validée. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Je sais pas, on parle de boulangerie, je sais pas. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc, ouais, ça fait partie des mensonges sur lesquels il faut revenir quand même. C'est important parce que c'est très grave. C'est très très grave. Et vous voyez que il insiste. Hein, donc voilà, on peut pas imaginer un instant qu'il ait mal été informé ou qu'il ait eu des mauvais conseillers, ou en tout cas on n'a pas entendu parler d'un remaniement ministériel à cette époque-là. Donc quand on me dit complotiste ou je sais pas quoi, en tout cas là je remarque qu'il y a un mensonge. Moi je sais pas trop ce que c'est qu'un complot ou pas un complot, mais en tout cas là il faut appeler un chat, un mensonge un mensonge. Donc moi plutôt que fake news, que je comprends rien de ce que c'est que fake news ou pas news, mensonge, ça je comprends bien. Et ça, c'est terrible. Donc ça, c'est un aspect qui va finalement un petit peu sur tous les autres auxquels vous avez touché dans votre question, Rémi. Merci pour ce commentaire positif. C'est vrai que pari tenu, pari voulu, pari tenu. Les premières conversations avec Albin Michel, ils m'ont dit mais de quoi vous voudriez parler ou vous pourriez parler. Je dis ben moi, vous savez, à part parler d'ARN, je sais pas trop. et donc en fait, il me dit mais à ce moment-là, l'ARN pour que tout le monde comprenne. Je dis bah oui, le but c'est qu'effectivement ce soit pas un bouquin chez Odile Jacob par exemple, qui fait d'excellents livres, qui est une maison d'édition extrêmement sérieuse, qui est dans une forme de vulgarisation, mais qui est totalement inaccessible et à mon avis abscon pour les gens. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que en manif, tous ces gens venaient et puis ils me disaient mais moi quand vous parlez, je comprends, mais je comprends rien à ce que c'est que l'ARN.
Et donc il s'était pris des doses. Et je me dis mais comment est-ce que c'est possible que les gens en fait on les maltraite, il y ait aussi peu de respect. Déjà on leur dit allez-y, comme si on allait à la boulangerie, enfin honnêtement, ou au manège, enfin comment il dit, cette planète Terre, les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller. Non mais vous pouvez y aller, mais voilà, mais il y a trop d'irrespect de la personne. En fait, moi, mon cerveau, quand on est dans l'irrespect de l'individu, il connecte plus. C'est affreux pour moi. Et donc là, l'ARN pour moi c'était affreux. C'était affreux parce qu'en fait je voyais bien que ça n'était pas possible que les gens comprennent ce qu'ils étaient en train de prendre et en plus de façon répétée. Donc du coup on a travaillé à plusieurs pour essayer de rendre simple sans tricher, sans mentir, en restant fidèle aux notions. Et donc évidemment ça peut pas être partagé sur un plateau télévisé ou même avec vous Rémi, c'est-à-dire que oui je peux vaguement expliquer aux gens, mais en fait ce qui m'intéresse c'est qu'ils comprennent, et il y en a beaucoup qui le relisent, qui l'ont dévoré d'un trait et puis après qui le relisent, qui prennent des notes. Parce qu'effectivement, le but, c'est quand même de faire que ces connaissances sur notre patrimoine génétique, elles vous appartiennent comme une espèce de richesse intérieure que vous auriez pour toujours. Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, peut-être parce que je suis passionnée par ce que je fais, mais je trouve ça tellement beau comme expérience finalement que j'ai eu à vivre avec ce livre, que de partager à chacun la compréhension qu'il recevait un patrimoine génétique. Qu'est-ce que ça voulait dire cette parole génétique, ces instructions, comment elles s'organisaient et que du coup, dès lors, évidemment, respect de ce que vous mettez dans votre bouche, la bouffe, mais aussi, et encore plus, a fortiori, respect de ce que vous allez rentrer d'une façon très invasive par une aiguille dans votre corps. Donc ce livre, c'est aussi une ode, un hymne au respect de la vie et de cette chose incroyable que nous avons récupéré de nos parents, qui fait qu'on est différent de nos frères et sœurs, et qui fait qu'on est différent de chaque être humain qui ait jamais existé sur Terre. Et bon, il y a deux façons de le dire. Une, elle nous fait chier, elle nous emmerde avec ça. Il y a rien de sorcier, il y a rien de magique, il y a rien d'extraordinaire. Et une autre qui est de dire waouh. Waouh, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Terre. Savoir qu'on est différents, Rémi, vous et moi, de tous les gens qui nous ont précédés et de ceux qui vont suivre. Si ça impressionne pas les gens, ils sont blasés, quoi. Hein. C'est sûr que j'ai pas grand-chose à leur dire. Oui, et c'est vrai que c'est peut-être le point qui est à la fois le plus lumineux et qui est important à considérer, à rappeler, parce qu'on on a ignoré cette montagne-là, et surtout on a joué avec, parce que c'est vrai que c'est quand même le fil rouge de la période qu'on vient de vivre, c'est qu'on a ignoré tout ça, on a joué avec, comme si le corps finalement était un iPhone, quoi. Voilà, on peut prendre l'exemple de ça, c'est-à-dire un iPhone. Vous avez vu quand je prends l'exemple de l'iPhone, pareil. Effectivement, ce n'est pas moi qui j'aurais pas eu cette vulgarité-là. Cette vulgarité, on la tient aux grands dirigeants de ces laboratoires pharmaceutiques. Ah, absolument, mais c'est dire dans quel abîme nous sommes tombés avec cette période-là, et le pire, et vous évoquez plein d'épisodes, là encore certains effectivement dont j'avais le souvenir pour avoir couvert, on va dire, avec Juste Milieu ce qu'on a vécu, mais d'autres, c'est vrai, qui sont sidérants, où ça me fait penser, je crois que c'est cette phrase cette expression de Charles Péguy, où le plus dur aujourd'hui est de voir ce qu'on voit. Et c'est vrai que vous le rappeliez tout à l'heure, il y a l'épisode du Doliprane. Il était connu que ça n'était pas destiné, cet usage n'était pas destiné. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, les tests qu'on a mis dans le nez, alors qu'avec des tests salivaires, on pouvait détecter des choses peut-être plus
plus efficace, plus intéressante. Vous parlez également, et ça c'est vrai que ça je l'ignorais, l'inefficacité jusqu'à présent des produits ARN messagers sur les 20 dernières années, c'est ça? Il y a plusieurs maladies contre lesquelles on l'a testé, ça a toujours été un échec. C'est ça. Et ça, pareil, on a joué sur la crédulité des gens. Moi, j'aime pas. Comment est-ce que les sachants peuvent jouer sur la crédulité des gens? Il y a quelque chose de vraiment. Encore une fois, c'est toujours un problème de respect. On leur a dit, mais l'ARN messager, on maîtrise. Et d'ailleurs, les médecins le répétaient à façon comme des perroquets, disant mais ah ouais, mais on connaît ça depuis longtemps. Donc ils confondaient la molécule, le fait qu'effectivement, conceptuellement, on sait qu'il y a un ARN messager qui existe, et la technologie du vaccin ARN messager, qui, elle, pour le coup, n'a jamais débouché sur aucun produit en 20 ans de recherche. Et ça, c'est inhabituel. C'est-à-dire que quand même, nous, 20 ans, c'est quand même un bon laps de temps. Donc, si on doit sortir un produit, on le sort. Et d'ailleurs, je le montre dans le bouquin en disant, c'est pas un racisme anti-ARN, parce que pour le coup, dans le même temps, il y a eu des médicaments à ARN qui sont sortis dans le même temps avec une autorisation de mise sur le marché. Après, on peut les critiquer, pas les critiquer, c'était pas l'objet du livre, mais c'était de montrer que si on respectait la façon de faire, on avait le temps de le développer. Mais sauf que ça a toujours été un échec. Et que donc, quand la crise Covid survient, et c'est pour ça que très tôt, je me suis... si vous reprenez mes expressions de l'époque, je posais beaucoup de questions, mais j'étais rarement affirmative. La seule phrase où j'étais affirmative, j'ai dit c'est une folie que d'injecter de l'ARN messager dans une population saine. Et je me serais pas permis de dire ça, alors même qu'on ne savait pas ce que ça donnerait, si je n'avais pas l'échec patent de ces technologies de vaccins ARN messager depuis 20 ans. Alors je sais que ça défrise mes collègues qui ont fait ça et qui travaillent dessus depuis eux 20 ans et qui ont d'ailleurs des conflits d'intérêts longs comme le bras parce qu'évidemment ils travaillent avec les laboratoires qui nous les développent. Mais je m'en fiche parce qu'en fait ils peuvent rien dire à cela, ils peuvent rien objecter. D'ailleurs on les a pas entendus dans les médias. Ceux qui m'ont critiqué sont pas ceux qui auraient pu me critiquer. Voilà, donc en fait, donc c'était un échec. Et alors la question c'est de savoir, et aujourd'hui, Rémi, est-ce que c'est un succès? En tout cas, si on regarde simplement les promesses d'un vaccin, ça a été un échec. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est nos autorités qui finalement ont dû rétro-pédaler, à chaque fois inventer un nouveau concept de pourquoi ça nous protégeait. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça vous protège, c'est comme ça. Ah mais non, il faut qu'en fait vous ayez plus de doses. Ah mais non, enfin on nous a menés en bateau. Bon, ceux qui ont voulu se laisser mener en bateau, je le comprends, parce que moi quand on va chez le médecin, en plus on est malade, on est fatigué, on a envie d'avoir confiance. Donc en fait, loin de moi l'idée de fustiger qui que ce soit. En fait, j'ai vraiment trop conscience du fait qu'on est tous dans le même navire et qu'on fait tous ce qu'on peut et avec les connaissances qu'on a, voilà. Mais effectivement, moi j'ai essayé de partager les miennes et je me suis fait censurer, donc c'est de la faute à personne, c'est de la faute au pas de bol. Et puis après, j'ai été tellement critiquée et tellement passée pour une dingue que mes collègues m'ont contacté en privé, mes collègues français, mais ils n'avaient pas envie d'avoir une position publique. Et franchement, on les comprend, parce que vu le traitement, il faut quand même être nerveusement assez équilibré, oui. Assez, j'ai envie de dire, soit avoir un amour-propre complètement dingue, qui fait que du coup vous êtes imperméable aux critiques. Ça n'est pas mon cas, c'est plutôt moi dans la forme, dans l'autre côté où en fait j'ai conscience de ce que je suis et du coup j'ai conscience simplement que nul ne détient la vérité.
Et c'est une force extraordinaire qui fait que du coup, quand les gens me castagnaient, je me disais bon il doit y avoir des justifications, des raisons, mais tant qu'on n'en discute pas et qu'on n'accepte pas le débat, comme ils ont tous refusé le débat, bon, alors faut dire que ceux qui se sont exprimés en face de moi au tout début sur les premiers plateaux télévisés, il y en a eu quelques-uns, et c'est vrai que les téléspectateurs n'étaient pas tendres avec eux. Je te rappelle de certaines séquences, effectivement, avec Eric Nolot ou d'autres. Non, il y avait, c'était le professeur Grimaldi, c'était une autre collègue. Et donc, en fait, ils s'en prenaient tellement plein la gueule que du coup, je comprends que les jours après, ils n'avaient pas envie de débattre contre moi, quoi. Ils se disaient, là, c'est pas... Donc, c'est affreux, mais des débats en privé ont été proposés, notamment par Tribune Juive, et ces débats ont été refusés par Axel Kahn. Donc refuser un débat quand on est scientifique, c'est un problème. Refuser le débat public, je le conçois très aisément. Bon, mais sauf que là, Tribune Juive nous proposait un débat privé en disant juste pour vous rassembler, juste ça. Donc c'était vachement correct de leur part, c'était une super idée, et le refus n'est jamais bon signe, jamais. Et sur ce point, sur cette question du débat, effectivement, on a beaucoup parlé de consensus scientifique, voilà, que très vite on imposait même cette explication de consensus, c'est-à-dire que même d'ailleurs dans des domaines qui étaient complètement curieux, c'était la tribune du Lancet, je crois, dès mars ou mai 2020, qui expliquait qu'il y avait un consensus sur l'origine du virus et qu'il c'était indiscutable. Consensus que l'ONU a remis en doute de fait après sa visite, alors peu fortuite, mais à Wuhan, et on a dit finalement la piste d'un virus échappé de laboratoire n'est pas tant à exclure que ça, mais c'était fou. Et ce même Lancet qui derrière tombait dans le Lancet Gate, qui normalement mériterait une série Netflix, une affaire assez incroyable. Si on creuse sur cette question de consensus scientifique, est-ce que déjà là on n'est pas sur une expression qui pose problème dans la mesure où la science peut être perçue comme le domaine de l'erreur successive et justement du refus de la finitude d'une connaissance, qu'on a toujours quelque chose à approfondir, à découvrir derrière les certitudes d'aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit à cette période-là, j'ai dit personne n'aura jamais la démonstration de l'origine du virus, parce qu'à mon avis, cette démonstration, elle tient à des cahiers de laboratoire. Et ces cahiers de laboratoire, laissez-moi penser que très logiquement, ils ont disparu. Mais je comprends, parce que moi-même, j'aurais tenu ces cahiers de laboratoire. Je peux vous dire que je me serais bien débrouillée pour les brûler et pour faire en sorte que personne, parce que c'est trop grave en fait. Il y a quelque chose de terrifiant à cela. C'est même pas, c'est au-delà de la malhonnêteté en fait. C'est juste le cauchemar vivant que les uns et les autres vivent. Et 26 des 27 signataires de l'article Lancet dont vous parlez ont été montrés comme ayant des liens avec des chercheurs de Wuhan. Donc en fait, ils n'avaient pas cette liberté de s'exprimer. Et à la limite, qu'ils s'expriment en disant voilà, nous on pense que donc on pense, parce qu'on peut pas aller plus loin. On pense raisonnablement que ça vient de pangolin et de chauve-souris. Déjà, faut savoir, c'est pangolin ou c'est chauve-souris. Il y a un moment où je disais mais c'est quand même pas pareil. Non mais c'est embêtant déjà. C'est-à-dire que déjà en soi, n'importe qui pouvait identifier un problème inhérent à leur phrase, qui était une phrase d'exclusion, de condamnation forte de tout collègue qui aurait une voix différente. Et là, ça c'est très grave, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, si on a une démarche scientifique honnête, on sait que la vérité scientifique n'existe pas, qu'on a des espèces de bribes de compréhension à des temps donnés, et que fort de ces bribes de compréhension, le puzzle évolue en permanence. Et donc, si vous excluez de facto la pensée autre, à nouveau, c'est l'antipode du consensus scientifique. En fait, c'est du rien du tout. C'est une position politique. C'est du dogmatisme ou de l'obscurantisme. En science, ça existe. Le dogmatisme et l'obscurantisme, c'est le fait de nier
la possibilité que les choses soient différentes. Et c'est vrai que c'est cette machinerie terrible qu'on a observée dans le monde scientifique, bien évidemment, dans les médias aussi, où c'est vrai que le grave côtoyait le ridicule, c'est-à-dire que l'avis de Mathieu Delormeau, que je respecte pour ses compétences propres, mais l'avis de Mathieu Delormeau côtoyait celui du professeur Raoult. On a vu des débats sur plateau avec des gens qui n'avaient rien à voir, des confrères qui s'engueulaient parce que certains, comme vous le dites, dénonçaient des sortes de dogmes scientifiques, ce qui est complètement absurde. Enfin, et on a eu plein de choses comme ça. Il y aurait beaucoup de choses à citer, bien sûr, de votre ouvrage, mais je laisse le plaisir de le découvrir. Mais ça, nos spectateurs s'en rappelleront. C'était cette histoire des super congélateurs. Au moment de l'arrivée des vaccins, il fallait des congélateurs incroyables, on n'était même pas sûr de pouvoir les avoir. Et 6 mois plus tard, en fait, tu pouvais le mettre dans ta glacière avec ton saucisson et ton rosé, et on était impeccable. Fallait pas trop secouer la fiole, mais ça allait bien. C'était quand même, c'est sidérant de se dire que la gravité a côtoyé à ce point le drôle, vraiment le drôlatique. Et le problème, c'est que encore aujourd'hui, on est sur cet entre-deux extrêmement périlleux, sauf qu'on arrive sur des questions fondamentales qui sont là encore peu évoquées. Et j'aimerais prendre un exemple de votre ouvrage, celui que vous évoquez, qui est extrêmement intéressant, je pense pour beaucoup de spectateurs qui nous écoutent, l'exemple du lait maternel et ces fameuses 450 000 pages de documents de Pfizer. Alors ça aussi, ça m'a fait bondir de ma chaise. Pourtant, bon, il y a quand même une masse, faut le soulever, hein. Cette histoire des documents de Pfizer qui devaient être rendus publics dans 75 ans et 4 mois. Et il a fallu la mobilisation d'un juge américain pour ça. Mais et comment peut-on avoir confiance quand on voit ce genre de manipulation sûrement légale, hein, on l'imagine, sur le déclassement des archives? Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc effectivement, du coup, j'ai été assez mesquine pour compter le nombre de mois. Donc c'était un des documents de Pfizer que les organismes régulateurs avaient accepté de ne pas voir pendant 75 ans et 4 mois. Mais comment voulez-vous que ce soit des organismes régulateurs qui nous assurent la sécurité? Comment est-ce que mes collègues peuvent, compte tenu de cette connaissance-là, encore me dire, mais quand même, c'est le rôle de l'ANSM, donc l'agence de sécurité du médicament en France, il s'en occupe bien, etc. Je dis, mais dans quel monde, dans quelle transparence de monde, quels sont les médicaments donc contre lesquels ils nous ont protégés? Vous pouvez me rappeler juste, je sais pas moi, l'affaire du Mediator, du Levothyrox, c'est eux qui ont sorti ça? Eux, l'agence de sécurité du médicament, c'est donc bien leur rôle, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on voit bien que l'individu dans notre société, on lui fait croire qu'il a un espèce de parachute incroyable de protection, et en fait, il est nu comme un verre, il est seul avec sa bite et son couteau, et que en fait, si jamais il devient victime, ça va être de sa faute, et qu'il ne va pas avoir de système pour se retourner. Et ça, c'est à nouveau trop injuste et trop intolérable pour l'accepter, quoi. Donc l'histoire du lait maternel. Elle est terrible. Déjà, le fait d'avoir injecté des femmes enceintes, c'est terrible. Terrible. Jusqu'à des mises en scène assez ridicules avec, là encore, Olivier Véran, qui avait vacciné Olivia Grégoire, à l'époque secrétaire d'État, je sais plus quel poste précisément, une mise en scène, une espèce de Disneyland du macabre sanitaire, c'était assez dérangeant. Très dérangeant, où on l'a vu encore récemment, où en fait notre exécutif confond le rôle de VRP, de représentant de commerce. J'ai beaucoup je n'ai de mépris pour aucun métier. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème à répondre, notamment à des femmes qu'on m'a dit être finalement d'anciennes mannequins dans le dénudé ou je sais pas quoi sur CPMP ou autre, je sais pas. Mais bon, moi j'ai trop de respect pour l'être humain pour considérer que sous prétexte que elle a fait ces métiers-là, elle n'aurait pas le droit de me poser des questions aussi. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en revanche le respect n'est pas réciproque. Donc en tout cas, pour revenir aux représentants de commerce, c'est un très beau métier, mais c'est un métier.
métier, c'est un métier irréconciliable avec celui de l'exécutif, parce qu'évidemment, ça veut dire que vous avez des conflits d'intérêts et vous ne pouvez pas être en conflit d'intérêts. Et donc, effectivement, dès lors que vous vous mettez en scène, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, que ce soit dans des lycées comme le président de la République récemment, ou où effectivement Olivier Véran qui confond l'hôpital avec son ministère avec l'hôpital, ou avec un centre de vaccination. Là, c'est très 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 dérangeant. Alors donc, pour revenir à ce problème de la femme enceinte, c'est qu'effectivement, a fortiori avec un ARN messager, on ne doit pas injecter. Déjà, on ne doit pas faire d'expérimentation avec une technologie qui ne marche pas et qui n'a encore une fois pas marché, puisqu'on a bien vu que ça n'avait pas marché. Qu'en plus, on a quand même des grosses inquiétudes et on a des belles raisons d'avoir des grosses inquiétudes sur le niveau des effets indésirables avec des scores jamais atteints, que ce soit des effets indésirables graves ou que ce soit des décès. Donc ça, c'est aussi un problème. Et donc de l'injecter à des femmes enceintes, des femmes qui vont logiquement allaiter leur enfant, sachant que, bien, à nouveau, encore une fois, ceux qui travaillent sur l'ARN savent que, en toute logique, l'ARN circule partout et que donc il est difficilement imaginable de penser qu'il ne va pas circuler dans le lait maternel. Ce qu'on a du coup vu. Et on a vu, et donc là, les rapports aussi parlent de ce problème de changement de couleur, sans que ça ait l'air de les défriser. Et ça, à nouveau, hein, c'est à la fois des rapports, des articles, et à la fois des rapports de Pfizer même. Donc, il y a à ceux qui objecteraient le problème de complotisme, de faits tordus. Mais où est la distorsion des faits à simplement, par exemple, dire cela? Il y a aucune distorsion des faits, c'est juste totalement factuel. En fait, dans mon livre, je suis horriblement factuel. En fait, non mais c'est affreux, quoi. J'essaye pas de vous convaincre qu'il faut pas vous vacciner. D'ailleurs, je reste dans un respect systématique, hein, jusqu'au bout. Le but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Le but est juste de vous partager un certain nombre d'informations que les gens n'ont pas eues. Bien sûr, parce que de toute façon, sur ce point, à part pour une frange beaucoup plus restreinte que ce qu'on a tenté de faire croire médiatiquement, de gens qui effectivement refusent l'acte même de vaccination, la question n'était pas tant sur l'acte de vaccination, c'était sur ce avec quoi on vaccinait les gens. Et c'est là où il y a eu, pour le coup, des faits qui ont été tordus, des déclarations. Voilà, qui ont été tordus, où on a créé cette case d'antivax et qui menait à croire que presque des millions de Français étaient des antivax vraiment énervés, comme il en existe, mais beaucoup moins que ce qui avait été dit. Et c'est vrai que sur cette question du transport de l'ARN messager, vous le dites, là encore, ça a été un bruit qui a été médiatiquement défendu, que voilà, c'était dans le muscle, et puis en fait, vous inquiétez pas, vous soufflez dessus, ça disparaît. C'était assez sidérant, alors que vous expliquez avec la logique de soucoupe que ça avait été justement imaginé de cette manière-là. Mais si on va vers cette question-là, qui est la grande question qu'il ne fallait surtout pas se poser il y a encore quelques mois, vous aviez évoqué chez André Berkoff sur Sud Radio l'expression que j'aimais bien, c'est que nous conduisions, je sais plus qui avait dit ça exactement, de conduire un avion qui était encore en cours de construction. Et j'avais bien aimé l'image, mais sur ces questions justement génétiques, on parlait tout à l'heure de paris scientifiques, est-ce que là, on est face, avec les éléments qu'on a pu glaner que vous avez pu glaner depuis plusieurs mois, est-ce qu'on est face à, là encore, un pari génétique sur cette question d'ARN messager qui va se transporter via le lait maternel, qui va se transporter dans le corps humain avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas? Et c'est une question qui ressemble à un abîme, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un pari génétique qui a aussi été fait vis-à-vis de ce vaccin?
Là, vous devenez de plus en plus douloureux dans vos questions mais hélas de plus en plus pertinent parce que on voit bien que des injections ARN messager, on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs, que ce soit pour le Covid ou pour d'autres excuses. Et la phrase à laquelle vous faites allusion, je n'en ai pas le mérite. C'est dans la revue Nature, donc la revue Nature, qui est une revue ô combien sérieuse, scientifique, un journal scientifique, qui le 11 novembre 2022, donc il y a pas si longtemps que cela, la directrice de recherche et développement de la branche vaccin de Pfizer disait effectivement, nous pilotions l'avion pendant que nous étions en train de le construire. Ça fait mesurer toute l'horreur de ce que on nous a fait vivre. Avec à coup de certitude, à coup de on n'a pas le droit de douter, à coup de Henrion Côte c'est une anti-vax, c'est une hystérique, c'est je sais pas quoi. Et là vous dites mais vous vous rendez compte de cette phrase et de la gravité de ce que ça veut dire, parce qu'évidemment alors j'ai demandé à il se trouve que comme je suis curieuse, j'ai demandé à des pilotes ce que ça leur évoquait. Et ils m'ont dit je dis il parce qu'il y en a eu plusieurs et la réaction était la même en disant mais ça n'existe pas. Dans notre domaine, on ne pilote jamais un avion pendant qu'on le construit. Ce qu'on fait, c'est qu'on teste un modèle, on teste un avion, un prototype, et en général, c'est systématique que ça se finit mal. c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont donné des exemples de numéros que je me souviens plus lesquels d'avions que de prototypes qui avaient mal fini, quoi. Donc je trouve que tout est dit. Cela me rassure avec le fait que normalement dans un monde classique, dans un monde normal, bien sûr qu'on ne fait pas quelque chose pendant qu'on est en train de le construire. Ça n'a pas de sens. Et donc effectivement, il y a un temps incompressible, qu'il y ait une épidémie, une pandémie dramatique, je sais pas quoi, mais en fait rien ne justifie la précipitation qui fait qu'on fait sauter toutes les mailles de sécurité, parce qu'on sait vraiment dans notre domaine de la santé qu'on a suffisamment de connaissances sur nos vitamines, sur notre système immunitaire, pour savoir comment, même si jamais il y a un truc dramatique qui se passe, que en fait il faut privilégier des mesures qui ont été éprouvées par le temps. Donc pas des trucs qu'on est pendant qu'on est en train de le construire. Cela pose le problème vertigineux, qui est celui de la modification génétique de l'être humain. Cela nous le pose très douloureusement parce que qu'on soit vacciné ou non vacciné, on est en vrai dans le même navire, ça s'appelle le navire de l'humanité. Avions-nous le droit de modifier génétiquement l'espèce humaine avec une séquence trafiquée? C'est pas une séquence de virus, c'est une séquence parce que effectivement le génome humain en permanence il s'enrichit d'un certain nombre de choses autour de lui. Donc en soi ça n'est pas choquant, sauf que là on sait que ce bout de séquence, notamment ce bout spike, c'est celui qui est le plus trafiqué, le plus travaillé, puisque c'est là où on a notre fameux gain de fonction, comme on dit dans notre jargon. Donc ça veut dire ces bouts de séquences qui ont été pile bien insérés au bon moment et au bon endroit, etc. Donc voilà. Donc avons-nous le droit de continuer à modifier génétiquement l'être humain? Avons-nous compris que cela allait évidemment impacter les générations à venir, parce que ça aussi je le montre bien dans le livre, je crois, l'importance qu'est le patrimoine génétique. C'est pas que notre ADN. Oui, c'est notre ADN, mais c'est aussi notre ARN. Et cela
passe à la génération du dessous et parfois il y a des sauts de génération, mais n'empêche que l'information passe et que donc on a cette responsabilité d'avoir joué les apprentis sorciers. Et ça, c'est ce que je trouve aussi intéressant avec mon livre, parce que les gens disent mais elle est beaucoup trop gentille, les apprentis sorciers, en parlant de la Big Pharma, mais les apprentis sorciers ne serait-ce pas nous-mêmes aussi à accepter de se faire mettre quelque chose dans le corps quand on n'a pas compris les tenants et les aboutissants. Donc effectivement, je crois que il y a cette question aussi qui est sous-jacente, qui doit, à mon avis, nous interpeller tous. Et puis, comme toujours, quand il y a une bêtise qu'on fait, moi je ne ferai pas de la recherche si je n'étais pas résolument positive. C'est que je fais de la recherche parce que je pense qu'on peut trouver des solutions. Je dis pas que ça va être l'antidote à la génétique. L'antidote, hélas, je ne la vois pas. Mais n'empêche que quand même, à partir du moment où on réfléchit à plusieurs, à partir du moment où on met nos intelligences, et là j'ai besoin de ceux qui m'ont insulté et traité d'antivax et ce qu'ils veulent, parce que moi je considère qu'ils sont intelligents, et même s'ils ont eu une position dogmatique sur le vaccin. Et donc en fait on a besoin de toutes nos intelligences et ainsi de trouver des solutions. Donc c'est aussi ce livre, c'est aussi cela, c'est de dire on a collectivement fait une énorme connerie, mais colossale. Et donc à partir de là, où on continue à dire c'est pas grave, on continue l'ARN messager, c'est one again, où on dit on arrête en tout cas, ça c'est sûr, on est vacciné pour toujours, c'est avec le mauvais jeu de mots, et puis on va essayer de trouver des solutions, de faire mieux le prochain coup, et je crois que le livre aussi est positif en ce sens-là, c'est qu'il montre la plasticité du vivant aussi, et qui montre que on maîtrise pas tout, personne ne maîtrise, et donc on va essayer de faire en sorte que ça de limiter la casse. Et une question assurément naïve pour conclure par rapport à ça, face à cette machinerie incroyable qui est le corps humain, est-ce que par rapport à cet ARN messager qui a été injecté, même à plusieurs reprises désormais, est-ce qu'une marche arrière est envisageable? Est-ce que on peut imaginer, alors c'est là où mes connaissances scientifiques s'arrêtent ici. Donc je fais appel à vous. Est-ce qu'il est concevable que l'on puisse avoir recours à des substances naturelles ou autres, je ne sais pas, ou à un médicament ou je ne sais guère, qui puisse tenter de faire marche arrière dans l'organisme et gommer les potentiels dégâts causés par cet ARN messager qui a été injecté? C'est un rêve ou ça peut être imaginé? En l'état actuel de nos connaissances, je ne vois pas comment, parce que cette parole génétique, elle s'impose à la cellule, et dès lors qu'elle est rentrée dans les cellules, comme je vous dis, elle circule, et comme on connaît pas le bouton off, c'est-à-dire où est-ce qu'on appuie pour faire off, actuellement, on va savoir ce qu'on va pouvoir améliorer un petit peu, à mon avis. Par exemple, on sait un petit peu nettoyer, on connaît des substances qui, en tout cas, ont l'air de nettoyer, par exemple, la protéine spike, circulante dans le sang. D'accord, mais les anticorps qu'on a fait contre ces spikes, et qui sont des anticorps qui parfois peuvent être tournés contre nous-mêmes, parce qu'en fait dans cette spike il y a des petits bouts de protéines tout petits qui sont similaires à des protéines que nous avons. Ça par exemple, comment est-ce que vous voulez faire un filtre
des anticorps. Donc non. Et puis par exemple, les molécules de synthèse avec lesquelles cet ARN messager est fait, c'est même pas des molécules, enfin c'est une parole génétique en plus totalement modifiée, complètement de synthèse. Comment est-ce qu'on les nettoie, on s'en débarrasse? On sait pas bien actuellement parce qu'en fait on n'a jamais fait. Les nanoparticules lipidiques, donc ça c'est la petite soucoupe dans lequel c'est. Il y en a sur lesquels ils ont montré que ça, on arrivait à les nettoyer, mais il y en a d'autres où c'était en cours et en fait ils n'ont pas montré qu'ils réussissaient à les nettoyer. Donc quand j'ai écrit, on a écrit avec quelques collègues à l'Agence du médicament européen à l'époque, ils nous avaient dit ah bah oui on a conscience c'est toxique, ouais c'est effectivement toxique, mais on va en injecter que 2 fois. Belle affaire. On sait qu'on en est à 5 ou 6 injections depuis. Donc en fait, tout cela est caduque. Hein. C'est des éléments qu'on a, j'ai envie de dire, historiques. Hein. Mais vous dire comment détoxifier tout cela, je ne sais pas. Et puis s'il y a d'autres contaminants en plus, ça c'est aussi possible. Hein. Est-ce que c'est des contaminants qui sont récurrents? Est-ce que ils sont dans tous? Là, j'ai un collègue qui a vraiment pignon sur rue, qui montre qu'il y a de l'ADN qui devrait pas du tout y en avoir dans les vaccins bivalents. Nous, en tout cas, effectivement, nous on n'en avait pas trouvé, mais parce qu'on n'avait pas étudié les bivalents. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas trouvé, ou alors peut-être qu'il y en a pas dans tous. Comment on fait avec tout ça, quoi? Comment on fait avec ce merdier? Les vaccins bivalents, vous parlez de quel type de vaccin? En fait. D'accord. Ouais. Tout ce qui va. Voilà, donc du coup c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a évidemment beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que plus vite on arrête, quand on fait mal quelque chose, plus vite on arrête, moins il y a quand même de dégâts. Hein. Globalement, ça marche toujours quand même comme ça. Donc plus vite on a conscience de cela, plus vite il y a un élan solidaire d'humanité en disant bon bah voilà on se retrouve dans cet ennui important, donc essayons de faire en sorte que ça n'ait plus jamais lieu, et deux, essayons de trouver des pis-aller, des solutions, et encore une fois, si j'étais que négative, je n'aurais pas écrit ce livre. Ça, il faut que les gens le comprennent bien, parce que c'est vraiment parce que je pense qu'il y a des pis-aller, des solutions. Je n'irai pas jusque là, enfin, parce que c'est réparer, en fait, cette capacité de réparer. Voilà, c'est plutôt en ce sens-là. C'est annuler, faire un reset, ça va pas être possible, je pense. Hein, non, ça c'est sûr. Je ne le vois pas dans l'état actuel de nos connaissances. En revanche, réparer, et d'ailleurs on le voit bien. Il y a plein de personnes qui ont été injectées et qui vont bien. Et ça aussi, c'est important de le dire, hein, parce que je sais que les gens sont pas contents quand je dis ça. Mais sauf que c'est vrai. Enfin, alors, c'est vrai que quand vous leur parlez en détail, ils disent mais je suis fatigué, mais je sais pas quoi. Bon, qu'importe. En mettant toutes nos intelligences, on a des formes d'intelligence tellement complémentaires, tellement puissantes. Je crois que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Soyons désormais capables du meilleur. Quelle belle conclusion, quelle belle conclusion. Je crois qu'on ne pouvait rêver mieux. Un immense merci, chère Alexandra, pour votre temps et tous vos éclaircissements. Vraiment un grand merci d'être venu sur Juste Mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Restez au juste milieu. Moi, ça me va bien, ce positionnement-là. Bon, c'est vrai que voilà, ça a été court, ça a été simple. La réunion pour trouver le nom a été assez rapide. Donc, ravi que ça vous plaise. Et c'est vrai que voilà.
on est toujours dans cette logique-là, c'est important, c'est vraiment le message que vous portez, on le rappelle, on peut vous retrouver en librairie, Les Apprentis Sorciers, chez Albin Michel et Verstilio, voilà, faut courir. Chez le petit libraire du coin, c'est formidable. Il paraît qu'il y a beaucoup de ruptures de stock, mais bon, tant pis. La rançon de la gloire. Il faut être patient, voilà. Et l'autre chose qui est chouette, c'est que des gens le font lire. Alors, mon lecteur le plus âgé, il a 97 ans, pour le moment, enfin, que je sache, et qui était très content parce qu'il a dit, je savais pourquoi je voulais pas qu'on me vaccine. J'ai trouvé que ça témoignait quand même d'une belle jeunesse d'esprit à l'issue du bouquin. Je savais pourquoi. Oui, je savais. Et puis des jeunes, des très très jeunes, les parents le font lire même à leurs enfants. Et c'est pas idiot parce qu'effectivement ils ont des notions de génétique, d'ADN, d'ARN très tôt dans leur cursus de SVT. Et donc en fait, je me dis que c'est effectivement pas idiot encore une fois que les gens se rassurent, ça n'est pas de la propagande. J'ai trop souffert de la propagande qu'on a vécue pendant 3 ans pour moi-même en faire. Donc vous avez accès aux informations et libre à vous de prendre un petit peu de recul, d'aller à la source même pour vous faire votre propre opinion en disant non mais moi je tire pas la même conclusion. C'est pas grave, c'est bien, c'est parfait même, j'ai envie de dire. Absolument. On renoue avec une réflexion, un type de réflexion qu'on n'aurait jamais dû abandonner dans cette crise, c'est que on peut penser un jour quelque chose, le lendemain autre chose, et que c'est ça qui est intéressant, et que classer une pensée, ça a toujours été dangereux. Et quand on présente quelqu'un de telle manière, lui il est anti-vax, lui il est comme ci, lui comme ci, on a déjà perdu la bagarre. Et là justement avec votre ouvrage et bien d'autres, on renoue avec cette réflexion-là qui est très importante, c'est que oui, on peut avoir des craintes par rapport au vaccin, mais oui, on peut avoir son carnet vaccinal à jour et c'est pas grave, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos idées, et voilà, ça réconcilie avec ça, avec cette douceur d'esprit. Il y a eu un joli article de Doctissimo qui a été fait justement en disant est-ce que les apprentis sorciers vont réussissent-ils à libérer la parole? Et c'est bien parce qu'on voit d'ailleurs des collègues qui n'osent pas parler, qui n'osent toujours pas parler et qui parlent à visage couvert. Donc ça aussi, il faut que les gens se rendent compte que parler à visage découvert, ça témoigne d'une abnégation, voilà, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un côté quand même de dire tant pis, il faut bien qu'il y en ait qui le fasse, qui s'y colle. Et donc voilà. Du coup, j'aime bien parce que dans cet article de Doctissimo, celui qui est à visage couvert est à la fois d'accord et à la fois pas d'accord avec moi. Donc ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va peut-être réussir à réouvrir la parole, à libérer la parole. Continuons de construire ce goût du débat, ce goût du désaccord, construisons nos désaccords, c'est magnifique. On ne peut que se quitter là-dessus. Encore un grand merci, chère Alexandra et chers amis téléspectateurs. Voilà, on se retrouve très bientôt. D'abord, vous courez en librairie, vous êtes patients si jamais il n'y a pas, c'est les choses qui arrivent. Et puis après, on va se retrouver sur Juste Milieu. Merci d'avoir été là encore, merci Alexandra Henrion-Côte d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ça discute. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, à très bientôt, chers amis sur Juste Milieu.